Existe-t-il un discours inconscient? Et s'il existe, où nous mène ce discours? Que veut-il? Quand nous parlons, nous en disons toujours plus que ce que nous croyons. Pourquoi certaines pensées surgissent-elles sans que nous les ayons choisies? Pourquoi un rêve, un symptôme, une image apparemment absurde peuvent-ils parfois nous conduire vers un sujet que nous n'avions aucune intention d'aborder? Et si une partie de notre parole cherchait déjà quelque chose, avant même que nous le sachions? Prenons un exemple clinique. Un homme raconte une angoisse apparue depuis le début d'une nouvelle relation amoureuse. La relation se passe bien. Sa compagne est affectueuse, présente. Et pourtant, une angoisse augmente précisément dans les moments de proximité. Un soir, elle se rapproche de lui, pose sa tête contre son épaule et lui dit « Je suis vraiment bien avec toi ». Objectivement, cela devrait être rassurant. Mais un malaise apparaît. Une sensation étrange que quelque chose ne va pas. Sans savoir précisément quoi. Le cœur s'emballe. Quelque chose serre la poitrine. La respiration se raccourcit, comme s'il manquait d'air. Le corps se raidit. Et parfois, la sensation étrange que le monde a perdu sa familiarité. L'impression troublante d'être en décalage avec le monde. Je lui demande simplement « Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là » D'abord, il ne sait pas. Puis viennent quelques pensées. Il faut répondre. Il faut être à la hauteur. Il faut donner quelque chose. Et en poursuivant, surgit soudain le souvenir d'un rêve. Il ne comprend pas pourquoi ce rêve s'impose à lui, mais commence à le décrire. Dans ce rêve, il a un rapport sexuel avec une femme. Pendant le rapport, il lui dit « C'est ça que tu veux, tu vas l'avoir ». À ce stade, rien n'est encore clair pour celui-ci. Pourquoi ce rêve apparaît-il ici? Quel rapport entre l'affection d'une compagne et cette scène sexuelle? Il ne comprend pas le lien. Simplement, quelque chose s'associe. Comme si une logique commençait déjà à s'articuler à travers ses pensées, son angoisse, son rêve, avant même qu'il puisse encore la comprendre. Nous imaginons souvent que nos pensées suivent une logique volontaire. Mais l'expérience psychique ressemble parfois à autre chose. Une émotion surgit, puis un mot, puis une image, puis un rêve, puis un souvenir. Pas toujours de manière cohérente. Dans notre exemple, une scène d'affection conduit à « il faut répondre », puis à un rêve. C'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Pourquoi cette phrase? Pourquoi maintenant? La chaîne signifiante désigne précisément ce type de mouvement. Quelque chose s'articule à travers les associations sans que nous maîtrisions entièrement sa logique.
Reprenons simplement ce qui vient de se produire. Une scène d'affection, une angoisse, quelques associations, puis un rêve. C'est ça que tu veux? Tu vas l'avoir. Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette scène? La logique de la chaîne signifiante est parfois étrange. Une émotion quotidienne conduit à un fantasme. Mais que fait exactement ce fantasme? À première vue, il semble répondre au désir de l'autre. C'est ça que tu veux? Très bien, tu vas l'avoir. Répondre, donner, être ce qui est attendu. À première vue, ce fantasme organise une scène où cet homme est censé donner à sa compagne ce qu'elle veut. Mais quelque chose résiste aussi dans cette réponse. La phrase n'a rien d'un abandon paisible au désir de l'autre. Il y a de la tension, probablement une agressivité, comme si sa réponse consistait en même temps à refuser. Tu veux cela? Très bien, je vais te le donner, mais sur mon mode, à ma manière. Comme si le fantasme disait simultanément « Je sais ce que tu veux de moi, et je refuse d'être simplement ce que tu attends. » Cette colère est interpellante. N'indique-t-elle pas déjà qu'une attente est en jeu, presque un reproche adressé à l'autre? Comme si quelque chose disait déjà « Tu attends quelque chose de moi? Tu veux quelque chose de moi? » Mais qu'en est-il de moi réellement? Me prends-tu vraiment en compte? Le fantasme semble porter une double tendance. Répondre à ce qu'il suppose être le désir de l'autre, tout en exprimant sous une forme détournée quelque chose d'un manque dans leur rapport à l'autre. Un reproche, une attente, une demande qui ne parvient pas encore à se dire directement. Quand je demande aux patients de garder simplement cette phrase du rêve à l'esprit, c'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Un souvenir d'enfance apparaît. Sa mère l'habille pour un carnaval. Il n'a pas choisi son déguisement. Il ne se souvient pas avoir particulièrement aimé ce costume. Mais sa mère, elle, était très fière, très investie. Elle le montrait. Elle semblait heureuse de le voir ainsi. À partir de là, il commence à parler plus librement de sa mère. Elle parlait souvent de lui aux autres, toujours avec beaucoup de fierté. Elle racontait ses réussites, ses qualités. Mais après un instant de silence, il dit aussi « Elle ne savait pas parler de ce que je ressentais. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle était fière. Elle parlait beaucoup de moi, mais pas vraiment de moi. » Après la description du fantasme sexuel, puis du souvenir d'enfance, l'angoisse éprouvée face à la tendresse de l'autre commence progressivement à prendre sens. La tendresse de l'autre ne se présente plus seulement comme une marque d'affection, mais aussi comme le lieu où se réactive simultanément l'idée d'une attente à satisfaire, une réponse à donner, tout en laissant apparaître un manque dans la relation à l'autre.
Et ce point est important, car les associations n'ont pas seulement conduit à un fantasme et à un souvenir. Elles ont progressivement conduit à un manque, à quelque chose qui semble absent dans la relation à l'autre. Or, un manque relationnel implique déjà une attente. Et une attente implique déjà une demande. Mais de quelle attente s'agit-il ici? Quelle demande commence à devenir perceptible derrière le symptôme, le fantasme et le souvenir? Peut-être la demande de ne pas seulement être réduit à ce qu'il représente pour sa mère, mais une véritable attention à son monde subjectif. Sa mère était profondément investie dans ce que représentait son fils pour elle, attentive à son image, à ses qualités, à ce qu'il incarnait, mais beaucoup moins à son monde intérieur. Une première hypothèse commence alors à se dessiner. Ce qui émerge ici pourrait être lié à un manque de présence subjective dans la relation à sa mère. Non pas l'absence d'investissement, de fierté ou d'amour manifeste, mais l'absence d'une attention suffisamment ouverte à ce qui se passait en lui. Ses émotions, ses états d'âme, ses pensées. Mais une autre hypothèse doit être formulée. Et si cette manière qu'avait sa mère de le saisir principalement à travers ce qu'il représentait pour elle constituait déjà un mécanisme de défense, comme si réduire l'autre à ce qu'il représente permettait déjà de limiter l'exposition à quelque chose de plus incertain. Sa propre demande, son propre manque et sa propre difficulté face au désir de l'autre. Éviter la demande permet d'éviter la confrontation avec le désir de l'autre. Car il n'y a qu'au moment où nous attendons une réponse de l'autre que nous nous posons la question de ce qu'il veut. La demande d'amour ne nous confronte pas seulement à l'absence ou l'incertitude de la réponse de l'autre. Elle nous confronte aussi à l'impossibilité de savoir définitivement ce que veut l'autre, ce qu'il ressent, ce que nous sommes pour lui. La demande d'amour nous confronte à la question qui n'a pas de réponse définitive. Que veux-tu ? Et chez le fils, la même prudence reste nécessaire. Le manque qui apparaît ici n'est peut-être pas seulement le produit d'une présence insuffisante de sa mère. Il pourrait être lié aussi à quelque chose de plus fondamental, à l'angoisse suscitée par l'énigme du désir, à la structure du désir humain, au fait qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Le fantasme masque et révèle à la fois une question qui traverse toutes les relations humaines. Que veut réellement l'autre de moi ? Que veut-il ? Que suis-je pour son désir ? Le fantasme du rêve commence alors à se lire autrement. C'est ça que tu veux ? Tu vas l'avoir. Comme une position paradoxale. Répondre à ce que l'on suppose être l'attente de l'autre pour refermer l'inconfort d'une question restée ouverte. Et en même temps, refuser d'être simplement ce qui est attendu, laissant déjà apparaître, dans l'agressivité même de cette réponse, qu'autre chose cherche encore à se dire.
La chaîne signifiante porte-t-elle une question qui insiste? Et si cette question, que veut réellement l'autre, était justement l'une des directions vers lesquelles la chaîne signifiante finit parfois par nous conduire? Non pas immédiatement, non pas de manière linéaire, mais progressivement, à travers les émotions, les pensées automatiques, les symptômes, les rêves ou les fantasmes. La brèche ouverte par cette question est d'abord anxiogène, parce qu'elle conduit vers quelque chose d'insaisissable. L'énigme du désir. Quelque chose qui ne peut jamais être totalement maîtrisé. Et si c'était précisément là qu'une autre manière d'être en relation devenait possible? Non plus uniquement à travers les scénarios qui tentent de répondre, de maîtriser ou de saturer l'attente, mais dans une capacité plus grande à rester présent face à ce qui échappe, chez l'autre et chez soi. Comme si la rencontre devenait possible, non pas malgré cette part d'insaisissable, mais à partir d'elle. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les résistances inconscientes. Pourquoi le psychisme résiste-t-il si souvent à ce qui pourrait pourtant l'ouvrir à une autre manière d'être en relation? Pourquoi revenons-nous vers les scénarios qui promettent une réponse, une maîtrise, mais qui entretiennent paradoxalement un manque de présence dans nos relations? Pour celles et ceux qui préfèrent lire, qui souhaitent un support écrit pour prolonger cette réflexion, ou qui veulent simplement soutenir la chaîne et son état d'esprit, une version écrite de la vidéo est disponible au téléchargement. Le lien se trouve dans la description. Si ces questions vous parlent, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de la série, revisiter les vidéos déjà publiées et continuer à poser les questions qui ouvrent des brèches dans les certitudes. Il suffit de cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître sur l'écran ou sur le bouton s'abonner. A bientôt et surtout n'oubliez pas, posez la question et ne vous laissez pas enfermer par les réponses.